Bonjour, c'est aujourd'hui la rediffusion de notre second entretien avec David Elkaïm et Vincent Poimiro, les principaux scénaristes de la première saison de la série à grand succès d'Arte En Thérapie. Nous soutenir aujourd'hui vous permettra de bénéficier d'une déduction fiscale de 66% pour vos revenus de 2023. Il n'est jamais trop tôt. Et notre prochaine émission publique est dans quelques jours, dimanche, à l'école alsacienne. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour la deuxième partie de ce BADA, de ce supplément, qui nous amène à parler de la manière dont David Elkaïm et Vincent Poimilo ont construit le scénario et les dialogues de la série d'Arte En Thérapie. David Elkaïm, Vincent Poimilo, vous avez déclaré, en tout cas je l'ai lu, que chacun des scénaristes, vous deux, les scénaristes principaux, et puis les juniors qui travaillaient avec vous, avaient choisi son personnage de la série. Il y en a 7 en comptant le psychanalyste. Comment est-ce que cela s'est réparti ? Vas-y. Alors, c'est pas exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord, une fois qu'on a eu construit le concept, d'abord, en discussion avec Olivier Nakache et Eric Toledano, mais ensuite, nous, une fois qu'on s'est mis d'accord un petit peu sur ce qu'on voulait raconter globalement dans la série, quelle grande ligne on allait adapter des séries originales, on va dire israéliennes, et comment on allait décaler ça vers quelque chose qui a à voir avec le contemporain et notre trouble collectif dans la société française, à Paris en particulier. On est parti, nous, dans notre coin avec David, et on a bricolé quand même, pareil, des personnages, des arches, des idées de comment ça allait bouger, et on a écrit les 5 premiers épisodes tous les deux pour donner une sorte de maître étalon, on va dire comme ça, de ce qu'allait être la série, et surtout pour la chaîne, pour Arte. Et une fois que ça a été mis en développement, on a recruté ensuite des jeunes scénaristes pour aller plus vite et aussi pour nourrir ce travail. On a bossé avec en atelier, on a traversé tous ensemble la grande structure du récit, puisque la particularité du récit, c'est qu'il y a un récit par séance d'analyse, mais il y a aussi un récit qui se développe du côté du drame du psychanalyste lui-même. Il y a une double narration comme ça. Et à l'issue de ça, effectivement, on a demandé à nos 3 juniors, Alexandre Manville, Pauline Guéna et Nassim Métard, de choisir le personnage avec qui ils étaient le plus à l'aise. Parce que, quelque part, nous, comme on savait de toute façon qu'on allait assumer l'ensemble du récit, on savait qu'on serait là à la relecture et à l'écriture avec eux sur tous. Mais du coup, on préférait qu'eux soient à l'aise à prendre soin, on va dire, d'un unique personnage. Et donc voilà, Nassim a choisi Camille, l'adolescente, la nageuse, parce qu'il se sentait proche de ce que ça racontait, etc. Alexandre a choisi Ariane, pareil, parce que je pense qu'il avait... Et Pauline, c'était un peu déjà sous-entendu, elle a pris Adèle Chiban, parce que Pauline, qui est une personne assez surprenante, elle a quand même passé 1 an embarquée avec la PJ de Versailles, pendant que justement eux étaient en pleine enquête sur les attentats du 15 novembre. Donc elle a vraiment intégré, elle en a tiré un livre passionnant, qui est sorti l'année dernière, j'ai oublié le titre, qui est le 18.3. 18.3, oui, c'est le nom d'un article de loi, en fait, paru chez... C'est pas Fayard ? Peut-être chez Fayard, oui. Et du coup, voilà, elle a une vraie expérience de la vie au milieu des policiers, et notamment, elle a côtoyé beaucoup de policiers chez De Noël, donc 18.3 chez De Noël. Elle a côtoyé beaucoup de policiers, et notamment qui connaissaient très bien les gens qui sont intervenus au Bataclan, etc. Donc elle était la mieux à même de prendre soin et d'accompagner ce personnage complexe
qui est Adèle Chiban. Et du coup, nous, bon, on accompagnait le psy d'étape en étape dans la relecture, etc. Et évidemment, on s'était réservé un peu aussi la séance finale avec la contrôleuse, parce que c'est celle qui permet quand même de voir l'envers du décor et donc de rythmer l'évolution du psychanalyste, de Philippe Dayan. Et du coup, ils nous ont abandonnés avec le couple. Et donc voilà, on a gardé et sur lequel on a travaillé parce que alors, j'ai fait une blague dans Télérama bon, disons que non, mais pour le dire de manière plus distanciée, on est peut-être un tout petit peu plus mûr que nos juniors, et donc peut-être cette question de l'expérience de la faillite du couple, on en sait un peu quelque chose. Voilà. Ou en tout cas des remous que peuvent traverser un couple dans son existence. Voilà. Ces personnages, vous avez la vision de leur évolution du début à la fin. Il y a au milieu le psychanalyste et juste au-dessus du milieu, si on peut dire, celle qui est chargée du contrôle du psychanalyste, la psychanalyste du psychanalyste. Moi, il y a une chose, je vous l'ai dit quand je vous ai proposé d'être mes invités, il y a une chose qui m'a extrêmement frappé. Je n'ai pas vu les 35 épisodes à la suite parce que c'était un peu compliqué, mais je les ai vus, je crois, je n'ai pas dû mettre 3 jours, je crois. Enfin, je me suis arrangé vraiment pour pouvoir les voir. Voilà, je n'avais pas de raison personnelle, si je puis dire. Enfin, mais la raison personnelle que j'y ai trouvée, si je puis dire, c'est que sur ces 35 épisodes, je n'ai pas fait le compte, mais il y a peut-être 4 répliques qui m'ont paru un tout petit peu trop écrites ou un tout petit peu artificielles. Mais 4 répliques là, au milieu de tout ça, c'est vraiment une goutte d'eau dans un océan. Ce qui fait que je me demande comment vous avez travaillé, et j'imagine que vous n'avez pu obtenir cette fluidité, cette véracité, enfin, qui m'a énormément impressionné. J'imagine que vous l'avez eu forcément en travaillant avec les réalisateurs, mais avec les acteurs aussi. Et comment vous arrivez avec un texte, ils ont un texte, et comment ça se passe? Ils le mettent en bouche, ils le disent, ils le discutent avec vous. À partir du texte, comment avez-vous travaillé? Comment les acteurs et vous avez travaillé dans cette série? Non, alors, pour être... Il y a un travail à l'écriture. Il y a un travail à l'écriture qui aussi s'inspire d'une série originale dans laquelle il y a un ton et une façon comme ça. Donc, il y a déjà ce travail de Haggai Levy initialement dans lequel on s'est quand même beaucoup inspiré. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Ensuite, il y a aussi, bon, nous, ce qui est droit pour nous, c'est la question de ce face-à-face, même s'il est stylisé et qui n'est pas la vérité absolue de la psychanalyse, il est tendu sur un conflit. Et ce conflit, c'est le conflit du dire. Donc, c'est une dramaturgie de la parole et qui est cohérente avec la psychanalyse et qui vient par ailleurs aussi d'une tradition théâtrale classique française. La dramaturgie de la parole, c'est Racine. Donc, il y a d'abord une écriture très importante dans laquelle le conflit, la tension, relève autour de dire ce qu'il faut ou ne pas dire, ce qu'on veut ou ne pas dire, et comment nous, spectateurs qui sommes au courant de tout, on comprend ce qui est en jeu et on voit quelle est la lutte du psychanalyste pour que ça arrive, bien que lui-même, ça le touche à certains endroits et que ça empêche sa parole, et que ça conditionne sa parole. Donc, il y a cette construction qui est voilà, que tout ce qui se passe verbalement soit le reflet d'une vraie tension dramatique et soit l'objet même de cette tension. Donc ça, c'est une écriture. Ensuite, pour le reste, je dois dire que ça se passe au plateau et c'est largement à mettre au crédit donc d'Éric et Olivier qui ont casté tous les comédiens, qui ont aussi recruté les réalisateurs qui ont travaillé, et Mathieu Vadepied qui a fait une sorte d'encadrement artistique aussi global de ça et qui a dirigé en général les épisodes avec la contrôleuse. Et d'Alexandre Manville, qui est un de nos juniors et qui donc lui était présent sur le plateau quotidiennement pour aider l'équipe justement à répondre à toutes les questions qui se posaient au présent,
pour éventuellement aider aussi le texte à passer dans la bouche des comédiens en fonction de ce qu'ils ressentaient. Voilà, donc il y a un travail collectif comme ça, mais évidemment centré, et ça c'est tout le crédit aussi qu'on a vis-à-vis de tous ces gens, sur un énorme respect sur notre travail, notre projet, notre écriture, et énormément de discussions en amont, notamment avec Eric Olivier, et évidemment des discussions très régulières avec Alexandre Manville, qui nous appelait du plateau, etc., etc. Bref, il y a un travail collectif pour savoir comment tous on se débrouille pour que ce texte-là passe, voilà, traverse. Puisque largement dans ce cas particulier, tout repose sur comment les comédiens devant la caméra, avec la maximum d'écoute de l'équipe autour d'eux et des réalisateurs en particulier, vont pouvoir faire passer le texte. Il y a une chose importante, pardon, c'est pour ajouter, parce que Vincent parle de l'écriture, c'est que de façon générale, vraiment générale, notre travail à nous, mais je crois quand même que c'est assez partagé par les gens qui écrivent, par les scénaristes, c'est que le dialogue vient en fin d'écriture. C'est-à-dire que la réflexion se porte d'abord sur la structure, c'est-à-dire, et donc sur la dramaturgie, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit se passer. Donc là, on a des épisodes de 26 minutes. Qu'est-ce qui doit se passer dans ces épisodes de 26 minutes, dans chaque épisode, pour qu'on ait à l'intérieur de l'épisode un début, un milieu, une fin. Une fin, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque séance, on peut dire « Ah, là, le patient a fait un pas », ou à l'inverse, a reculé. Le psychanalyste, Philippe Dayan, lui aussi a fait un pas, c'est-à-dire a fait un pas, si on prend les premières séances, notamment avec Adèle Chiban, il a un objectif, ce personnage, c'est de retenir Adèle Chiban pour qu'il puisse revenir la semaine suivante. Il voit bien que cet homme est fragile, qu'il a besoin d'un accompagnement, et donc, et pas uniquement donc d'antidépresseurs, donc il a besoin d'un accompagnement. Donc son objectif à lui, c'est comment je vais faire revenir cet homme à la séance suivante. Et donc nous, notre travail, c'est vraiment d'imaginer comment ça se passe d'un point de vue vraiment dramaturgique et structurel, avant même de poser un quelconque dialogue. Sachant que chaque épisode, du coup, est découpé, enfin, est structuré autour d'un conflit principal qui engage différemment chacun des deux protagonistes. Absolument. Et découpé en actes, avec des bascules d'actes, des vrais points tournants. Donc il y a une vraie structure sur laquelle aussi peuvent s'appuyer et le réalisateur et les comédiens pour baser leur travail au plateau. Bien sûr. Nous, on part de l'idée aussi que le travail sériel et le travail audiovisuel, d'ailleurs, est un geste continu dans lequel chacune des étapes prépare, facilite, encourage la créativité de la suivante, on va dire. Et que donc, chacun des acteurs successifs alors je parle des acteurs au sens large, là, qui se passent le relais dans le travail, peuvent s'appuyer et s'appuient sur un dialogue très important avec ceux qui ont préparé l'étape précédente, on va dire. Et que donc, normalement, le geste, il est continu et le dernier geste, on va dire le geste de montage, enfin, de tout ce qui va avec la post-prod, etc., achève logiquement quelque chose qui a été déjà envisagé dès l'écriture. Voilà, donc je pense que c'est difficile de parler du processus en le découpant. Voilà. Après, évidemment, chacun des acteurs, au sens large, encore une fois, metteurs en scène, comédiens, sont hyper créatifs à leur étape. Pour préciser, un dialogue trop écrit, c'est un endroit de la structure qui ne passe pas bien, en fait. Donc, ça veut dire que c'est parfois un dialogue forcé, parce qu'on n'a pas trouvé, ou parce qu'on n'a pas réussi, ou parce qu'on ne s'est pas appesanti, parce qu'on n'a pas cherché la bascule organique qui fait que le dialogue aurait été écrit un tout petit peu différemment et aurait été moins écrit, on va dire. Aurait eu l'air d'être moins écrit. On aurait moins vu les coutures. Voilà, c'est ça. Mais en fait, un dialogue qu'on sent trop écrit, c'est parce qu'il n'est pas organique et donc quelque part dans la structure, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait réussi. Et alors, quelle est la part là-dedans des acteurs au sens étroit du mot, des comédiens? Non, elle est très très importante parce qu'en fait,
ils vont donner, déjà, il y a un travail énorme de compréhension du personnage, du texte, et puis un travail aussi de rendre tout ça beaucoup plus, justement, parfois aussi, un comédien, il a un autre comédien, c'est la couleur en fait que ça va donner au texte. C'est-à-dire que, en gros, un comédien, il apporte une couleur, il apporte c'est d'abord un travail de réflexion, parce qu'on pense avec Vincent que les bons comédiens sont des comédiens qui lisent et qui comprennent ce qu'ils lisent. Et ensuite, c'est un travail de comment faire arriver les choses aussi sans les forcer. Donc, parfois sur du dialogue, parfois sur du silence, parfois sur de l'écoute. Et c'est pour ça qu'un comédien comme Frédéric Pierrot, il est incroyable aussi dans son écoute, en fait. C'est-à-dire que sans parler, il va recevoir la parole de l'autre et il va renvoyer quelque chose. Donc, ce temps d'écoute, c'est un temps qui est parfois écrit, parfois non, mais que le comédien, en tout cas, va incarner, lui, totalement. Est-ce qu'il y a des circonstances dans lesquelles il vous dit qu'il ne peut pas dire ce texte-là? Ça arrive, oui, ça arrive. Ça nous est arrivé parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur Ainsi soit-il avec les comédiens. Ça arrive que les comédiens… et alors après, parfois, ils vont nous proposer des micro-changements et on va dire OK, pourquoi pas. Parfois, ils vont nous proposer des changements énormes qui font que le sens ne passe plus. Et là, on va réfléchir avec eux, soit pour leur faire entendre pourquoi c'est ça qu'il faut qu'ils disent, ou alors en entendant ce qu'ils disent, en réajustant un peu le texte de manière à ce qu'ils puissent le dire, mais faire passer le sens que la scène ou que la séquence doit faire passer. Voilà, il ne s'agit pas juste de dire je ne peux pas le dire, donc je change le sens de la phrase de mon dialogue. Ça, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Alexandre, justement, Manville, était sur le plateau, à défaut que nous puissions y être, parce que nous, on était pris sur d'autres choses, mais il était là pour être la mémoire de l'écriture au sens de la structure globale du récit aussi, et donc pour faire que, si jamais il y avait des choses qui ne passaient pas au plateau, le comédien qui n'y arrive pas, etc., du moins, ce qui est réécrit peut-être un peu comme ça au débeauté, et d'ailleurs, il y en a vraiment très peu dans la série. Hein. Il y a un respect global et des metteurs en scène et des comédiens du texte qui est prodigieux et qui est, voilà, mais s'il fallait réécrire, eh bien, au moins on s'assure que d'ailleurs, d'abord c'est conforme avec l'esprit, mais aussi que ça n'altère pas le récit lui-même. C'est-à-dire qu'en changeant il risque peut-être, surtout sur une série où tous les rebondissements reposent sur des souvenirs plus ou moins précis, des lapsus, des sensations, etc., que ça n'empêche, que ça ne rentre pas en contradiction avec quelque chose qui va avoir dans un épisode ultérieur ou avec une résonance que nous, spectateurs, on doit comprendre que ça produit chez le psychanalyste. Enfin, voilà. Donc ça, Alexandre était là pour ça. Et en général, quand c'est possible, c'est nous qui le faisons. Nous, les qui avons dirigé l'écriture, parce que c'est évidemment ceux qui connaissent le mieux l'ensemble de la partition, qui peuvent le mieux voir, en tout cas, chez qui c'est le plus facile de voir en quoi bouger le texte peut ou pas être dommageable à la grande architecture. Alors, il se passe un événement tout à fait exceptionnel, mais Benoît Carré, qui suit depuis toujours nos enregistrements pour veiller à leur qualité, désire intervenir. Quand il ne veille pas à notre son, il est comédien et metteur en scène. Donc, Benoît. Oui, pardon. Je me demandais, cette phase de retouche, elle a lieu en répétition plutôt que sur le tournage lui-même? Alors, le mieux, c'est en lecture, évidemment. Le mieux, c'est en lecture, c'est-à-dire qu'il y a des lectures comédiens où nous, on est présents et puis on est en discussion avec les comédiens pour leur donner le sens s'ils ne le voient pas,
voire effectivement, comme dit Vincent, parfois pour changer un mot, si Alors, c'est mieux en bouche. Encore une fois, pour préciser, dans ce cas particulier, dans thérapie, Oui. on n'était pas présent aux lectures comédiens. Non, mais... On a passé beaucoup de temps avec Eric et Olivier sur le texte lui-même pour être sûr que pour eux, tout passait, y compris on a réécrit des choses qui leur semblaient, etc. Et ensuite, quand le travail s'est fait, nous, on n'était plus là, on était pris ailleurs. Et bon, voilà. Et c'est plutôt Mathieu Vadepied et Alexandre Manville, donc un des participants de notre atelier, qui ont assuré cette fonction-là, c'est-à-dire d'être présent aux lectures et sur le plateau. Après, voilà, parfois, le temps de répétition n'est pas aussi important qu'on le voudrait. Et puis, arrivent sur le plateau des questions qui surgissent, que le comédien n'avait pas forcément anticipé avant, même s'il avait déjà lu. Et voilà. Et donc, ça demande aussi que quelqu'un qui maîtrise les enjeux globaux du récit et de l'écriture soit là, juste pour vérifier, et même que ça ne contredit pas, encore une fois, au style et à la rythmique Mais globalement, dans ce qu'on écrit nous, honnêtement, l'écart entre ce qui est écrit et ce qui est à l'écran est minime. Non pas parce que, alors, on y insiste un peu, mais aussi parce qu'on fait le maximum pour que ce soit un texte qui soit portable par le plateau. C'est-à-dire que c'est la préparation et l'adhésion du comédien et bien sûr des réalisateurs qui fait qu'ensuite il y a une fluidité dans le tournage, dans le dialogue. À quel moment vous avez vu des images ? On a vu des montages en fait. Oui, on a vu des montages. On a vu les premières versions de montage. Voilà. Pareil, c'est suivant les. Il se trouve que dans le cas d'En Thérapie, Eric et Olivier et Mathieu, qu'ils avaient recruté pour ça, ont souhaité prendre en charge, on va dire, le montage, de manière très, très autonome le plateau. Voilà. Et que dans d'autres cas, il peut arriver qu'on voit des images dès le premier jour de tournage, parce qu'on voit des rushs au fur et à mesure. Et là, dans ce cas-là, on a vu des premières versions de montage. C'est-à-dire quand Eric et Olivier et leurs monteurs estimaient que voilà, c'était communicable avec les partenaires artistiques et industriels du projet, comme premier débat vers une version. Voilà, donc on a vu, c'était génial parce que c'était pendant le premier confinement en fait. Oui. C'est-à-dire que dans ce grand moment de dépression, on a vu arriver des épisodes d'En Thérapie et on était tellement heureux, tellement c'était bien, que ça nous a vraiment aidé, là, je pense, à passer. Donc, Eric et Olivier ont passé une partie du premier confinement sur le montage. Et du coup, nous, on a pu, au fur et à mesure, voir le travail commencer à se mettre en place. Et c'était un des grands bonheurs qui nous a un peu sauvés psychologiquement durant le premier confinement. Bonne ou mauvaise, quelles ont été vos surprises ? Je voulais dire dans les rushs, dans les montages. Rush, dans l'histoire de ce. Je ne parle pas de l'aspect relation avec les producteurs, oui, dire dans le contenu lui-même, dans le tournage, c'est vrai que de voir les incarner. comédiens que vous avez découverts, j'imagine, c'était. Et puis. Des moments de votre propre travail que vous avez vus autrement quand ils ont été dans la bouche et devant la caméra. C'est vrai que de voir incarner les personnages qu'on avait mis sur le papier par ces comédiens, même si on les connaissait parce qu'on les avait vus dans d'autres fictions, c'est vrai que c'est déjà de voir qu'ils avaient pris le travail à bras-le-corps, et notamment Frédéric Pierrot, qui... J'ai regardé les épisodes avec ma compagne et je me demandais si ça allait fonctionner parce qu'évidemment, elle avait en tête l'adaptation américaine avec Gabriel Byrne, et donc on a Gabriel Byrne comme ça, qui est une espèce d'icône d'un homme qui a un certain âge, mais quand même qui est extrêmement séduisant. Donc j'avais un peu peur, et puis en fait, ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'au bout de 3 épisodes, elle était conquise par Pierrot. Voilà, donc du coup, j'étais, moi, de mon côté, extrêmement satisfait que ça marche, c'est bon, il incarne parfaitement le rôle qu'on a imaginé.
même si c'est pas ce comédien-là qu'on imaginait incarner ce rôle. Donc voilà, il y a des choses comme ça un peu surprenantes. Et puis, plus les épisodes arrivaient, plus c'était de très bonnes surprises. Enfin, voilà, l'adolescente est incroyable jusqu'à oui, enfin le couple de Pio Marmaille est à certains moments extrêmement drôle et agaçant. Et puis pareil pour Clémence Poésy, extrêmement agaçante jusqu'au moment où elle est seule face à ce psy, et où elle se dévoile, et elle dévoile sa fragilité. Enfin voilà, il y a quelque chose de tous ces comédiens qui sont emparés du texte et qui l'ont incarné. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, c'était une grande émotion. Alors, tous les comédiens sont relativement connus, sauf peut-être Céleste Brinquel, qui est un peu jeune encore, sauf Frédéric Pierrot. Oui. Alors, il se trouve que moi, je me souviens très bien l'avoir vu il y a des années dans un film de Ken Loach sur la guerre d'Espagne, où il jouait un Français des brigades internationales, et je ne l'ai jamais oublié, alors qu'il avait un rôle vraiment, un petit rôle, mais je ne l'ai jamais oublié. Vous avez dit tout à l'heure que, alors c'est évidemment une des surprises, des découvertes de cette série. Vous avez dit tout à l'heure que vous l'imaginez, ça n'est pas lui que vous imaginiez, ça n'est pas lui spécifiquement, c'est pas Frédéric Pierrot, mais est-ce que, sans être désobligeant à son égard, puisque je crois qu'il a toutes les raisons d'être assuré et rassuré sur la manière dont il a porté ce personnage, mais est-ce que vous pouvez dire un mot du genre de psychanalyste auquel vous pensiez quand vous avez écrit? Je vois que vous ne vous disputez pas pour répondre le premier. Il y a plusieurs choses à voir. Est-ce que je désignais volontaire, Vincent Poimiro? Non, mais il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, encore une fois, la série n'est pas une série que sur la psychanalyse. Enfin, c'est pas une série, c'est une série qui parle et qui essaie de raconter comme une fable aussi que ce psychanalyste, il est un peu nous tous, et il est la chambre d'écho de toutes les questions qui nous ont agités violemment au moment après les attentats, y compris cette question de finalement, ce qui est intéressant, c'est que en tant que psychanalyste, quelqu'un qui est hyper engagé dans sa pratique, mais ça a des conséquences immédiates sur les gens. Donc, s'il rentre en crise, c'est maximisé, ça se voit. Mais finalement, quelque part, je veux dire quelque chose à la fois de banal c'est que quand j'ai pensé au psychanalyste, j'ai pensé à moi en fait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on a pensé à nous au sens où, par ailleurs, je fais partie, probablement pas le seul, des personnes qui, après les attentats, après le 13 novembre, se sont dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Comment j'ai pu à ce point me tromper sur ma vision du monde pour me prendre ça dans la tronche? Et donc, moi-même, je vis dans une bulle. Et c'est évidemment, Frédéric Pierrot, l'idée du cabinet comme à la fois un cocon qui protège les gens, mais qui est aussi devenu la prison dans laquelle il s'est coupé du monde. Je pense que c'était à nous qu'on pensait, à nous comme écrivains de cinéma et de télévision, à Éric Olivier comme réalisateur aussi. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas pensé qu'à des psychanalystes. Ça devait être un miroir de nous tous aussi, Frédéric, le psychanalyste. Et là, pour ça, Frédéric Pierrot aussi, ce grand comédien de théâtre que moi, j'ai vu aussi jouer, notamment dans Ordette, mis en scène par Arthur Logiciel et qui était adapté par Marie-Laure Sec, qui est une pièce aussi assez incroyable, voilà, qui est un grand comédien de théâtre. La question de la présence physique servant aussi à servir d'écran de projection pour la subjectivité de chacun, c'est son grand talent aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on oublie très vite à qui on avait pensé, parce qu'il est tellement bien, et surtout il est tellement un écran de projection que finalement on s'y mire au bout d'un moment, quelque part. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que l'adaptation américaine a choisi de prendre comme psychanalyste un comédien très reconnu mondialement, et à l'inverse d'avoir donc les patients qui sont eux beaucoup moins connus. Là, Éric et Olivier ont fait le choix inverse,
d'aller, y compris d'ailleurs chez la comédienne américaine qui joue la contrôleuse, c'est Diane Wist, qui est une comédienne qui a une longue carrière de cinéma, mais quand même qui est moins connue que Gabrielle Byrne. Et là, vraiment, il y a une inversion totale jusqu'à Carole Bouquet, et c'est vrai qu'il y a une facilité à se regarder, non pas seulement à s'identifier au personnage, mais aussi finalement à s'oublier devant ce personnage-là. C'est-à-dire qu'au fond, oui, il est une espèce de vrai miroir. Oui, c'est nous. On est comme lui. On est beaucoup plus comme lui que comme Carole Bouquet, en fait. Même si on peut s'identifier à Carole Bouquet dans les moments où il est extrêmement virulent avec elle. Et on se dit, ah, quand même, la pauvre, là, elle s'en prend plein la gueule. Bon, mais ça reste Carole Bouquet. Donc ça va. Alors que lui, non, en fait. Lui, là, quelque part, son monde vacille totalement, comme notre monde vacillait au lendemain du 13 novembre, et comme il vacille en ce moment, en fait. Donc voilà. Après, évidemment, moi j'ai aussi pensé à mon psychanalyste, évidemment, mais aussi à des amis. Ça, c'est assez intéressant. J'ai quelques amis qui sont analystes et avec qui j'ai des relations amicales, parfois depuis très longtemps. Et de fait, je me suis toujours demandé quand même comment ils étaient en séance, et quand ils en parlent parfois, évidemment, il y a le secret professionnel, donc ils ne révèlent jamais de secret, mais parfois ils parlent d'eux-mêmes, de moments où ils ont pu ressentir des choses un peu, et donc quand on est intime avec des psychanalystes, il peut arriver de raconter des moments où ils ont été très très perturbés. C'est ça qu'ils racontent en général, ils ne vont pas raconter des moments où ils ont eux-mêmes été très perturbés, et donc c'est intéressant. C'est aussi ça qui a peut-être nourri au cours des années un petit dossier dans ma tête de la question de comment c'est intéressant de raconter le trouble du psychanalyste, puisque moi, au travers de ces amis-là, par exemple, le psy, je le connaissais comme un être humain, un être social, justement, pas du point de vue où les patients le connaissent, on va dire. Voilà. David Elkaïm et Vincent Poimiro, avant de vous remercier et de nous quitter, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on vous a dit sur cette série dont vous gardez un souvenir particulier, David Elkaïm? Moi, je crois que ce sont les psychanalystes qui, quand ils nous en parlent, disent des choses incroyables. En fait, c'est vrai que ce qu'on nous raconte, et notamment le consultant psychanalyste de la série, Emmanuel Vallat, qui m'appelle pour me dire, alors c'est incroyable parce que maintenant, là, j'ai des patients qui viennent me voir pour me dire que, en fait, je suis moins bon que le docteur Dayan. Voilà. Et donc là, moi, j'avoue que je suis très heureux. Ça me fait extrêmement plaisir. Lui aussi, il en rigole d'ailleurs, parce que ça va, il est assez fin. Il en rigole. Mais voilà, c'est une des choses. Non, et puis, c'est vrai que l'accueil des psychanalystes, moi, je trouve, est extrêmement intéressant. Y compris d'ailleurs ceux qui regardent la série. Là où les psychanalystes sont intéressants, c'est qu'en fait, évidemment, ils ont la distance, ils voient très bien que c'est de la fiction et qu'en cette séance, on ne fait pas grand-chose, normalement, dans la réalité, mais ils acceptent ce biais de la fiction, et par ailleurs, ils ont un regard très bienveillant, et même, ils s'interrogent eux-mêmes sur leur pratique en regardant la série. Donc là, moi, je dis, je suis extrêmement heureux d'avoir ces témoignages-là, en fait. Vous ne savez pas s'il y a des psychanalystes qui disent à leurs patients, vous êtes plus embêtant que Vincent Poimiro. Alors moi, j'ai entendu quelque chose à la radio. En général, c'est pas là qu'on entend les choses qui nous réjouissent le plus, hein. Mais c'est exceptionnel. J'ai entendu à la radio quelque chose, c'était vendredi dernier, qui m'a fait un plaisir immense, et même qui a flatté un endroit de vanité d'auteur. Mais vraiment, je le dis parce que c'est une dame qui s'appelle Marianne Alphand, qui est une femme écrivain, et qui était interrogée sur France Culture, à qui on demandait un peu en mode prescription, vous savez, culturelle, ces objets du moment, comme ça. Et donc, après avoir cité un livre, elle a dit oui, je voulais parler de cette série que je regarde en ce moment en thérapie. Et d'ailleurs, la journaliste a dit oui, en thérapie, d'Olivier Nakache et Eric Toledano. Donc, elle nous a oubliés au passage.
J'ai commencé à me dire ça, je dis voilà, ils nous oublient. Bon, quoi. Et puis elle a dit oui, c'est une série, Marianne Alphand a dit donc ça, c'est une série qui m'a énormément touché, une série vraiment où il y a une qualité de parole, d'écoute. Et d'ailleurs, moi je ne regarde pas tellement de séries, mais la dernière fois qu'une série m'a fait ça, c'était une série qui s'appelle Ainsi soit-il. Et donc, je me suis aperçu que cette femme, cette spectatrice, même si c'est. En fait, sans savoir que c'est David et moi qui avons écrit les deux séries, dans sa subjectivité de spectatrice, elle a reconnu quelque chose. Et ça m'a fait un bonheur immense. Je me dis, tant pis si elle ne sait pas que c'est nous qui l'avons écrit, mais quelque chose en elle a reconnu quelque chose de ce qui, je ne sais pas, en termes d'affect et de manière de faire. Et ça l'a touchée et elle a fait le lien spontanément. Et donc, je me suis dit, ça, c'est le plus beau compliment involontaire qu'on m'ait fait sur mon travail. Voilà. Alléluia, donc. Vincent Pomero, David Elkaïm, je vous remercie beaucoup de ce moment passé avec vous et j'espère savoir bientôt sur quoi vous vous êtes maintenant lancé. Merci et au revoir. Merci. Merci.